Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de notions fondamentales en phylogénie moléculaire. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos. Nous allons aborder une notion complexe, celle de la phylogénie, consistant à générer un arbre des espèces théoriques par l'intermédiaire de l'arbre des gènes. Mais comment faire un arbre phylogénétique ? Cela se divise en différentes étapes que nous aborderons durant cette vidéo. Commençons peut-être par le principe même d'une phylogénie. Celle-ci repose sur le fait que les différents individus de différentes espèces, à un moment donné, coalescent vers un ancêtre commun, présentant à son tour une séquence ancestrale qui, au cours du temps, a subi des modifications. Différentes mutations se sont accumulées et certaines, par effet de dérive génétique ou sélective, ont été fixées dans une population par rapport à une autre, générant alors une divergence moléculaire entre les séquences. Et c'est bel et bien cette divergence moléculaire, ou autrement dit ces caractères homologues comparés, que l'on va traduire en taux ou temps d'évolution. Afin de convertir ces différences entre caractères homologues en une distance évolutive, il est impératif d'utiliser un modèle d'évolution. Prenons un exemple de modèle afin de mieux comprendre en quoi cela consiste. Le modèle P est de très loin le modèle le plus simple, consistant à aligner nos deux séquences et à compter les bases identiques et les bases différentes. Puis, un facteur est calculé correspondant au rapport entre les bases différentes et le nombre total de séquences, c'est-à-dire la longueur de la séquence analysée. Ainsi, un rapport de 0,9 signifie que sur 10 bases que l'on compare entre les deux espèces, 9 sont différentes et une seule est partagée. On voit très bien que ce modèle présente une limite, du fait qu'il ne considère pas les réversions. En effet, imaginons qu'à la base numéro 2, qui est la même entre ces deux séquences, il y ait eu en réalité d'abord une mutation, changeant le C en G, puis une deuxième révertant en C. Alors on considérera que cette base identique l'a toujours été et que cela est un héritage d'une séquence ancestrale, or ce n'est en réalité pas le cas, et cela est simplement le fruit du hasard. Face à ce modèle très basique, d'autres modèles ont vu le jour, beaucoup plus complexes, se basant sur de nombreux postulats. Par exemple, le modèle de Kimura est très célèbre, se basant sur des propriétés markoviennes, c'est-à-dire chaque substitution future est indépendante de l'état dans lequel elle a été. Par exemple, passer de A à T n'influence pas la probabilité de passer de T à A. De plus, les taux de substitution sont les mêmes au cours du temps, tout comme la fréquence des bases. En revanche, les substitutions entre bases n'ont pas la même fréquence, et cela vient notamment du fait que les transitions sont beaucoup plus fréquentes aux transversions. Par ailleurs, il faut ajouter à ces modèles une correction car il existe un certain biais évolutif entre les bases azotées, notamment dû au fait que la troisième base du codon est moins soumise à pression du fait de la dégénérescence du code génétique. Par exemple, les codons CUU et CUC codent tous deux pour la leucine. Ainsi, il ne faut pas appliquer les mêmes propriétés pour chacune des bases, mais les considérer selon leur emplacement dans le génome et ce pourquoi elles codent. Une fois ces différences moléculaires converties en distance évolutive, il est alors possible de représenter cela sur un arbre des gènes, nommé arbre phylogénétique. Toutefois, une fois cet arbre représenté, cela ne veut pas dire nécessairement qu'il concorde avec l'arbre des espèces. En effet, afin de s'assurer que l'histoire des gènes représente au mieux l'histoire des espèces et les véritables épisodes de spéciation, il faut s'assurer que les séquences utilisées suivent un tri de lignée complet. Le tri de lignée correspond au fait que lors d'une spéciation, qu'elle soit sympatrique, péripatrique ou alors allopatrique, les séquences divergent entre espèces et certaines bases se fixent différentiellement entre les différentes lignées, les différents lignages. Dès lors, les séquences que l'on a utilisées pour faire l'arbre ne coalescent pas plus loin que le dernier épisode de spéciation. Autrement dit, en retraçant l'évolution de la séquence, on retombe bel et bien sur la séquence ancestrale au moment où les espèces subissent la spéciation. Et dans ce cas-ci, l'arbre des gènes est donc fidèle à l'arbre des espèces, car on l'a dit, l'évolution génétique suit l'évolution spécifique. En revanche, cela n'arrive pas toujours car il se peut qu'on se retrouve dans une situation de tri de lignée incomplet, c'est-à-dire que les séquences étudiées coalescent plus loin que le dernier épisode de spéciation. Donnons un exemple afin de mettre en évidence cette notion plus clairement. Considérons une espèce ancestrale polymorphe présentant par exemple l'haplotype A. Lors de la spéciation, par hasard, cet haplotype A est transmis dans la lignée du haut et aussi dans la lignée du bas.
Puis, dans la lignée du bas, un nouvel événement de spéciation a lieu et donne deux nouvelles espèces, l'une héritant de l'haplotype et l'autre non, notamment dû à la petite taille de la population ancestrale au moment de la spéciation. Dès lors, si l'on décide de réaliser un arbre des espèces sur la base de cette séquence, alors on conclura que les espèces 1 et 3 sont plus proches évolutivement aux espèces 2 et 3. Or, ce n'est absolument pas le cas, car ici, les séquences coalescent plus loin que la dernière spéciation. Comme ce cas de figure arrive dans de nombreux cas, il est légitime de se poser la question qui suit: quelle séquence utiliser ? Eh bien, en réalité, on ne sait pas vraiment, mais on peut néanmoins limiter ce biais en utilisant une méthode, la coalescence, consistant pour chaque gène à dessiner son arbre. On se retrouve à la fin avec plein d'arbres de gènes, potentiellement différents, liés au trilinier incomplet. Et le but est de déterminer l'arbre qui explique le mieux la distribution des différents arbres de gènes. On l'appellera alors l'arbre des espèces. A l'inverse, une autre méthode, la concaténation, est moins utilisée car elle consiste à concaténer différentes séquences et à en générer un unique arbre des gènes, comme témoin de l'arbre des espèces. Comme on considère toutes les séquences en même temps, on accepte alors d'y incorporer des séquences soumises potentiellement à un trilinier incomplet, et donc celles-ci vont biaiser l'arbre des espèces générées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me suggérer d'autres chapitres en commentaire. Je vous souhaite plein de réussite. À bientôt!